Le grand titre d'aujourd'hui, c'est bien sûr la marche pour l'emploi à Clabecq cet après-midi. Tout s'est déroulé dans le calme. Nous y consacrerons la plus grande part de ce journal. Bonsoir à tous. Nous allons immédiatement nous rendre à Clabecq pour faire un premier point sur cette marche multicolore qui a rassemblé environ 50 000 personnes. Nous y rejoignons tout de suite Jacques Bredal. Alors Jacques, la marche est bien entendu terminée. Les discours ont clôturé cette manifestation. Alors que se passe-t-il encore pour l'instant à Clabecq? Eh bien pour l'instant, plus rien du tout, Fabienne. Tout le monde est parti. Il reste ici sur la grande esplanade qui a vu tout à l'heure le rassemblement des manifestants avant et après la marche. Et puis les discours des leaders syndicaux, tout le monde est parti, il ne reste plus là que les podiums vides et les équipes de télévision. Néanmoins, nous vous retrouverons dans quelques instants avec vos invités. Tout d'abord, le fil de la journée. Les manifestants se sont rassemblés dès midi à l'entrée de Clabecq, aux abords des forges. Malgré le froid et la pluie, ils auront été finalement 50 000 environ. Mais tous n'ont pas eu l'occasion de parcourir les 3,5 km de l'itinéraire tracé autour du centre de la ville. Les derniers ont en effet été invités à pénétrer sans tarder dans l'enceinte de l'usine vers 16 h, au moment où commençaient les discours. Pascal Bollekens. Image impressionnante des rues de Tubize cet après-midi, image haute en couleur aussi, même si manifestement c'est le rouge qui dominait. 30 000 selon la gendarmerie, 60 000 selon les organisateurs, ils étaient probablement aux alentours de 50 000. En tout cas, plusieurs kilomètres de bouchons et un cortège qui n'en finissait pas. Les derniers se sont mis en route vers 16 h, mais dès 13 h déjà, c'est l'embouteillage à la gare de Clabecq où 3 trains spéciaux ont débarqué 3 000 personnes. Impossible de citer ici toutes les délégations qui ont rejoint le mouvement, des étudiants aux enseignants en passant par les parents d'enfants disparus. Ils étaient venus des 4 coins du pays et même de France. Et la sidérurgie française, on connaît, hein. Ça fait beaucoup de ravages. Et c'était déjà la politique européenne à l'époque. Hein, CK, bon, c'est de ça qu'on est victime, tous. On parle des forges de Clabecq, Outre-Quiévrain? Oui, tout à fait, oui. On en parle, oui. Dans la foule, quelques représentants politiques, socialistes et écolos. Beaucoup de slogans aussi, parfois originaux et humoristiques. Chacun, à sa manière, est venu soutenir les travailleurs de Clabecq. Manifestation très bon enfant, dans laquelle d'ailleurs les enfants étaient très nombreux. Pourquoi es-tu là? Pourquoi tu marches? Le travail de mon papa. Travaille où? À Clabecq. Au fort de Clabecq. Finalement, la marche multicolore pour l'emploi, initiée par les travailleurs des forges eux-mêmes, s'est achevée vers 17 h 30, sans le moindre incident. Cet après-midi, les marcheurs ont dû s'emmitoufler. Il faisait en effet terriblement froid à Clabecq aujourd'hui et Françoise Gillin a pu le constater dans les buvettes et dans les cafés le long du cortège. Les boissons chaudes ont eu beaucoup de succès. Les manifestants ont eu froid aujourd'hui et tous ceux qui venaient de loin n'ont pas hésité à faire halte dans l'un ou l'autre des établissements qui bordaient le parcours de la marche, au point que les tenanciers ont dû faire tourner les manettes et enfourner les pizzas pour réchauffer une clientèle frigorifiée mais contente. C'est froid, mais à part ça, bon, c'est pas mauvais pour manifester, il fait sec malgré tout. Visiblement, c'est une réussite. Ah, j'ose espérer que c'est une réussite et pas une dernière, que ce n'est qu'une première. Je viens de Penne, je suis de la CNE de Penne. Il fait bien froid, mais ça vaut le coup. Vous allez repartir après avoir bu un petit verre? Ah oui, bien sûr, on va continuer, oui. On est venu pour ça, hein. Pour tout Tubize, ce 2 février restera en tout cas une journée mémorable. Et si les commerçants ont fait de bonnes affaires, les manifestants ont trouvé le réconfort d'être ensemble. C'est pas un temps ou même de la neige qui va nous arrêter, hein. Maintenant on est lancé, il faut que le patronat et le gouvernement comprennent, il n'y a rien à faire, il faut que ça passe ou ça cache, je vous dis encore une fois.
Cette marche pour l'emploi avait été rebaptisée marche multicolore. À l'origine, la délégation syndicale FGTB des Forges avait appelé à une marche rouge. Et puis, les organisateurs ont été rejoints par d'autres courants de pensée et par des personnes privées aussi qui ne partagent pas tous les idéaux de la FGTB. Mais le rouge était finalement plus visible que toutes les autres couleurs cet après-midi. Françoise Gillin. Multicolore, la marche d'aujourd'hui l'a été, moins sans doute par l'abondance des ballons que par la diversité des participants. Ils venaient de tous les coins de Belgique, de tous les horizons professionnels, chacun arborant un signe de reconnaissance, comme pour montrer l'importance d'être là, comme s'il fallait être nombreux, très nombreux, pour dire que l'homme doit retrouver sa place au centre de la société. On a beaucoup d'enfants dont les parents travaillent aux Forges de Clabecq et forcément ça nous solidarise vraiment beaucoup. Et puis même l'emploi ça nous concerne, on est jeunes. Même les gens de spectacle doivent être là pour montrer qu'on est avec eux, solidaires vraiment avec eux. Et surtout qu'il y a aujourd'hui une manifestation interprofessionnelle au-delà des égoïsmes qui se sont fait jour ces derniers temps. Je crois qu'on retrouve enfin la solidarité et peut-être que c'est l'aube de temps nouveaux qui se lève aujourd'hui. On vient de la région d'Attu. Ça fait longtemps que chez nous, on a fermé les usines, mais enfin, on vient appuyer les gens qui se battent encore ici. Le problème est que faisons-nous puisqu'il y a moins d'emplois, puisqu'il y aura de moins en moins d'emplois? À quoi sert-on? À quoi servent les jeunes? À quoi sert la vie? Voilà, c'est pour ça. Il y a eu la marche blanche aujourd'hui, espérons que ça continue comme ça et que partout des gens vont se mettre debout, commencer à se réunir, à réfléchir et à montrer qu'ils sont capables de prendre leur vie en main et le monde en main surtout. Si les contrastes de couleurs dominent dans le cortège, tous les manifestants en réfèrent pourtant à la marche blanche. Et cela malgré que les parents d'enfants disparus soient un peu noyés dans cette foule, composée essentiellement de travailleurs et de leurs proches. Il faut croire que le mouvement ouvrier revient de loin, les syndicats eux-mêmes en restent étourdis. C'est la marche des couleurs, hein. Il n'y a aucun parti, c'est la marche de tout le monde, voilà. C'est bien? Oui, bien sûr, il faut le faire. Il faut, on doit bouger. Il est grand temps parce que moi-même je suis au chômage et il faut bouger. C'est nécessaire. Oui, j'espère que les dirigeants vont nous entendre. Il est grand temps. Vers 16h déjà, les premiers marcheurs revenaient vers l'entrée des Forges où ils devaient croiser les derniers. Mais ces marcheurs-là n'ont pas eu l'occasion de défiler. Pour éviter les embouteillages, on leur a conseillé de pénétrer sur l'esplanade où avait été dressé un podium et c'est là que plusieurs discours ont été prononcés. Sabine Brelet. Le discours le plus attendu par les manifestants était celui de Roberto Dorazio, le représentant FGTB des Forges de Clabecq. Ses premières paroles seront pour les parents des enfants disparus. C'est nous qui devons régler ce problème. Parce que c'est nos enfants que l'on assassine. C'est nous les travailleurs. C'est nous qui devons nous organiser. C'est nous qui devons surveiller ce système. Soit nous l'empêchons de dégénérer, soit, camarades, il ne faut pas hésiter et il faut le changer. Tour à tour, la maman de Kim Eken, Jean-Denis Lejeune, Paul Marchal et Gino Russo viendront exprimer leur solidarité avec les marcheurs. Seule la solidarité va nous réunir et la solidarité vaincra dans tous les domaines. J'ai vu ça dans un autre moment et en blanc. C'est bon d'être ici. J'espère que nous sommes ici. Ça veut dire quelque chose pour vous. Et qu'on doit se battre surtout pour des valeurs. Et la valeur, c'est la justice à tous les niveaux, que ce soit la justice pure ou pour le travail. Je crois que le travail est une valeur, qu'on a droit au travail pour nos enfants, quand ils seront adultes, et pour nous, parents, pour pouvoir aider ces enfants à devenir des adultes. Roberto Dorazio saluera aussi la présence de travailleurs flamands. Il fera même traduire ses paroles en néerlandais par un étudiant. L'occasion de dire que Wallons et Flamands vivent les mêmes difficultés et ne veulent pas de division. Puis le syndicaliste conclura. Nous avons voulu dire non. Nous avons voulu dire non à l'exclusion. Parce que l'outil qu'il y a ici, camarades, c'est le travail
de 200 années des travailleurs. Nous devons, camarades, obligatoirement arriver à faire changer de cap cette politique. C'est un devoir pour nous. C'est un devoir moral que nous avons vis-à-vis du monde du travail. Nous devons absolument arriver à faire redémarrer toutes les forces de Clabec, et cela a toujours été notre volonté. Nous allons immédiatement rejoindre sur place à Clabec Jacques Bredal. Alors Jacques, vous n'êtes plus tout seul maintenant, vous avez à vos côtés Roberto D'Orazio. En effet, Fabienne, pour un premier bilan, Roberto D'Orazio, vous aviez dit, vous avez répété encore dans notre édition de la mi-journée que vous ne vouliez pas faire de pronostic, qu'au-delà de 10 001 personnes, vous étiez content. Vous devez être très content alors, puisqu'ils étaient au moins 4 à 5 fois plus cet après-midi. Disons que je vais faire plutôt un constat sur la valeur de cette marche. Et le constat, c'est de dire que lorsqu'on appelle les travailleurs à la participation à une marche sur des thèmes qui sont concrets, sur des thèmes qui sont justes, la mobilisation est possible. Vous aviez laissé entendre aussi que plus les manifestants seraient nombreux cet après-midi, plus vous auriez de chances d'influencer le cours des événements, parce que rien n'est réglé pour une remise en marche même provisoire des forges et moins encore pour son avenir. Est-ce que vous pensez que vous étiez assez nombreux aujourd'hui pour faire quelque chose en ce sens ? Certainement, moi je crois que ça c'est une interpellation claire, et plus qu'une interpellation, c'est que soit les gens qui sont normalement là pour prendre des décisions les prennent et correctement en tenant compte de la vie des travailleurs, soit moi c'est clair, j'appelle les travailleurs à les prendre eux-mêmes les décisions et à reprendre leur participation et à reprendre le droit à la parole et le droit aux décisions. Merci Roberto D'Orazio. Alors cet après-midi aussi, cette marche, on l'a dit déjà, ce n'était pas seulement la marche des travailleurs de la sidérurgie. Les organisateurs ont pu compter, vous l'avez vu, sur la participation de ce qu'on appelle la société civile. Et c'est précisément parce que ce n'était pas seulement une manifestation syndicale que sont venus, vous les avez déjà entrevus sur le podium aussi, les parents des enfants disparus ou assassinés. Ils étaient même en tête du cortège. Les parents de Kim et Ken, ceux de Julie et de Mélissa, d'Anne Marshall, le père de Loubna Benaïssa aussi. Et ils sont avec moi aussi, enfin deux d'entre eux en tout cas, Jean-Denis Lejeune et Gino Rousseau. Vous êtes un petit peu ce soir les porte-parole de tous les autres, si j'ose dire. C'était beaucoup par solidarité avec des camarades ouvriers comme vous qui sont en train de risquer leur emploi que vous étiez venu, Jean-Denis Lejeune. Oui, tout à fait. J'étais ici pour représenter les gens qui ont un problème avec leur emploi. Je n'ai pas de problème personnellement, mais on est toujours sujet à avoir un problème peut-être ultérieurement. Donc on est là par solidarité, tout simplement. Et aussi pour signaler que dans votre esprit, ce qui se passe dans le monde du travail, pour le moment, c'est un petit peu le signe des dysfonctionnements que vous reprochez à l'ensemble de la société. Oui, tout est lié, en fait. Et ici, je suis désolé, mais ce n'est pas vraiment le succès que j'escomptais. On était plus ou moins 30 000 d'après les chiffres que je sais. Bon, 50 000 paraît une estimation plus raisonnable. Mais pour moi, ce n'est pas encore suffisant parce que je dis, personne n'est sûr de son emploi et ici, on aurait dû être 10 millions. Gino Rousseau, vous aviez dit pareil, que vous étiez ici cet après-midi d'abord pour manifester votre solidarité. Vous êtes métallo aussi, finalement, comme les gens de Clabec. Mais votre refus d'une société qui se déshumanise, est-ce que, comme Jean-Denis Lejeune, vous pensez que vous n'étiez pas assez nombreux pour le crier aujourd'hui ? Moi, je n'aurais pas la même analyse que Jean-Denis. Je crois que c'était la marche, pour commencer, de Clabec. Et nous, on est venu apporter notre soutien. C'est-à-dire qu'on est venu apporter notre soutien. Notre combat, c'est protéger les enfants. Et on est venu apporter notre soutien aux personnes qui sont en train de perdre leur emploi. Et indirectement, c'est l'enfant qui paye. Donc, c'était la moindre des choses. Nous, défendant l'enfant, d'être aujourd'hui là présent. Et je ne suis pas si négatif que Jean-Denis. Je trouve que 50 000, avec le froid qu'il y avait, je trouve que c'est très bien. Et vous avez résisté l'un et l'autre vaillamment. Merci beaucoup, Jean-Denis Lejeune. Merci, Gino Rousseau. Voilà, Fabienne, à vous pour la suite du journal. Merci, Jacques. Ont aussi participé à la marche de Clabec cet après-midi des délégués d'autres entreprises en cours de restructuration où l'on craint de voir délocaliser ou disparaître l'emploi et au premier rang ceux des usines Gustave Boel qui ont fini par accepter, vous le savez, le volet social d'un plan de relance de l'entreprise. Emmanuel Duvivier.
Plusieurs centaines de travailleurs des usines Boel s'étaient donné rendez-vous à la gare de la Louvière en fin de matinée. Ils ont embarqué à bord de 2 trains spéciaux direction Clabecq. Des travailleurs qui viennent librement puisque le mot d'ordre de participation à cette marche n'est plus d'actualité depuis que l'Assemblée générale des travailleurs a voté à la majorité les propositions de partenariat avec le Hollandais Hugo Vens. À Boel, justement, on perd 800 emplois alors qu'il y a déjà plus de 30% de chômeurs déjà du côté de la région de la Louvière. Et je trouve ça inacceptable. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes chez nous que l'on ne doit pas assister à une marche de l'emploi, bien que du contraire, il faut se montrer et il ne faut pas être gêné de ce qui se passe. Peut-être bien qu'au point de vue de l'entreprise, on ne saura rien faire provisoirement, mais peut-être que pour les enfants qu'on a et qui nous suivent, j'espère qu'ils auront du travail. Je ne sais même pas si on peut encore faire des projets. Vous pensez qu'une marche comme celle-ci peut changer ça? On l'espère, on est là pour ça, mais bon, je crois qu'il faut beaucoup plus. C'est au niveau politique qu'il faudrait agir, parce qu'il n'y a pas de volonté politique au niveau de l'emploi, c'est ça le problème. J'ai pris ma prépension pour des dégagements pour faire place aux jeunes, et je me rends compte que depuis le temps que je suis quitté, il y a encore plus de licenciements qu'avant. Et l'avenir n'est pas bien, puisque nous prenons encore 800 ouvriers. La motivation des travailleurs de Boel dans ce contexte était donc un peu particulière. Beaucoup sont venus en famille défendre leurs droits dans une ambiance bon enfant. D'autres entreprises étaient aussi représentées à Clabecq cet après-midi. Quelques centaines de travailleurs de Caterpillar, d'autres de la Sonaca, de Coca-Cola, de Deleuze, de la Sabena ou encore des fonctionnaires des services publics qui, eux, avaient déjà manifesté mercredi dernier à Bruxelles. Et puis, ils étaient venus nombreux aussi de chez Volkswagen à Forêt. Jean-Paul Dubois. Dans la palette des couleurs de la marche pour l'emploi, les travailleurs de Volkswagen Forêt avaient tenu à apporter eux aussi leur touche personnelle, une touche rouge essentiellement. On est souvent côte à côte dans les manifestations et le reste. Et le problème des forges de Clabecq au niveau de la perte d'emploi, c'est des problèmes qu'on a connus chez Volkswagen, à la FN, chez Caterpillar. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que tous ensemble, on doit réagir par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Ces derniers mois, les ouvriers et employés de Volkswagen ont été de tous les combats. Les premiers à débrayer lors du dessaisissement du juge Conroth. Ils ont participé ensemble à la marche blanche du 20 octobre ou encore mercredi dernier à la manifestation de soutien au service public. Pour eux, ces démarches et leur présence à Tubize aujourd'hui s'inscrivent dans la même logique. Je pense que ce réveil qu'il y a à l'heure actuelle, c'est un réveil de citoyens qui dit maintenant stop, on en a marre, il faut changer de politique, il faut remettre l'être humain au centre des préoccupations et non pas l'argent comme c'est le cas actuel. L'argent a trop de pouvoir pour l'instant, et le social plus du tout. Et je me bats aussi, parce que c'est pour ça que je suis là avec mon fils, pour un avenir plus décent pour nos enfants. Toutes les usines, une après les autres, sont en train de partir, soit à l'étranger, soit elles ferment. Et nous, on reste sur le macadam, comme on est occupé à faire pour le moment. Ça ne peut plus durer. Rouge ou vert, voire blanc, le personnel de Volkswagen aura eu le sentiment de participer une fois encore à l'événement et de s'exprimer une fois encore sans porte-parole, directement, ce qui n'est pas le moindre des intérêts de leur démarche. Des représentants néerlandophones ont également participé à la marche de Clabecq. Ainsi, les travailleurs de Côte d'Or à Halle. Johan Montet. Alimentation, livres, textiles. Embarquement pour Clabecq, place Roupe à Bruxelles. 22 cars attendent des manifestants des 2 langues nationales. Parmi eux, le délégué principal de Côte d'Or, ou plutôt de Graaf Jacob Suchard. L'entreprise est aujourd'hui installée à Halle, à quelques kilomètres des forges de Clabecq. Il y a une très grande solidarité, nous avons été les soutenir à plusieurs reprises déjà. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Clabecq, que leurs enfants travaillent chez nous à Côte d'Or en fait. Halle, c'est un peu la petite sœur flamande de Tubize, dans la tête des manifestants en tout cas. Côte d'Or dépend aujourd'hui du groupe Philip Morris. Pour les 350 ouvriers, la grande crainte s'appelle délocalisation. Je suis moi-même flamand. Je suis donc délégué dans une région à peine 5 km d'ici qui est la région flamande. Donc ça dépasse vraiment la région. J'ai bien compris ça parce que je travaille dans une multinationale. Alors on parle que de délocaliser les produits et les sites de production. C'est pas seulement, je dirais même si c'est un problème belge, c'est un problème européen. Les travailleurs de Côte d'Or ont brandi l'éléphant dans la manifestation, malgré les réprimandes de leur patron qui parlent d'usurpation de symboles. Ils ont rejoint dans la cohue tous les autres ouvriers de Flandre, venus nombreux à cette marche pour l'emploi.
La Fédération des étudiants francophones participait également à la marche cet après-midi. C'était une occasion supplémentaire pour les étudiants d'interpeller le monde politique. Thierry Belfroy a suivi la représentation étudiante de l'Université libre de Bruxelles. 10h30 ce matin, Joël, Serge, Souel et quelques autres s'apprêtent à partir pour Clabecq. Ils sont les maillons de la représentation étudiante de l'ULB. Ça fait maintenant 15 jours qu'on travaille à la mobilisation des étudiants sur l'ULB, donc on a déjà rencontré plusieurs fois les délégués des Forges de Clabecq. On essaye un maximum, l'année passée on avait déjà été voir les délégués de Caterpillar, mais pas seulement ceux-là, je trouve qu'on doit voir aussi les exclus, les chômeurs. Leur porte-parole interchangeable, c'est lui, Souel, 27 ans, étudiant ingénieur commercial et enfant du pays. Son père a travaillé aux Forges. Il est convaincu que cette marche multicolore peut ouvrir un vrai débat. Alors, il profite de son passage à la télévision pour exhorter les gens qui ne seraient pas encore convaincus à se lever et à venir manifester. On a fait ce que vous avez dit ce midi, on a branché notre magnétoscope et on est venu, voilà. Je crois qu'avant de commencer à poser un diagnostic ou à envisager des solutions, il faut recadrer le problème, créer des espaces collectifs de prise de parole où des actions collectives peuvent se créer et être amorcées. Et c'est le but, et ça marche. Et oui, ça marche. Un peu plus loin, les étudiants tombent sur le groupe des élus écolos. La question qu'on se posait était, fallait-il mettre les hommes politiques au vert ? Au vert, à savoir ici. On va pas regarder ça dans notre télévision quand même. C'est ici qu'il faut être pour sentir un peu les attentes des gens, ce que tout le monde pense, que les espoirs ou les désespoirs. C'est en étant sur place, c'est pas en étant chez soi. Sur le bord de la route, les voisins et les amis d'enfance. Mon père a travaillé 30 ans dans les forges et nos parents ont fait les parents de tous les jeunes de la région. C'est important qu'on soit là, il faut qu'on bouge. Et puis, la rencontre qui résume tout. Le père, ancien travailleur des forges, et le fils, militant du mouvement étudiant. Je suis fier de mon père, mais au-delà le débat personnel, je crois que la rencontre est extrêmement symbolique parce qu'effectivement, il y a deux générations qui se rencontrent, mais il y a aussi, on va dire, deux classes sociales différentes, un ouvrier et un étudiant. À travers Souel et son histoire, les étudiants de l'ULB avaient donc choisi un porte-parole pour qui le mot multicolore n'était pas vide de sens. On l'a dit déjà, cette marche pour l'emploi était une initiative de la base. On a dit aussi qu'elle n'avait reçu l'appui que du bout des lèvres des grandes centrales syndicales, que les partis n'avaient pas voulu s'en mêler, sauf Écolo et Agalev. Et s'il y avait des hommes et des femmes politiques dans ce cortège cet après-midi, c'était, disait-il, en tant que citoyens à titre tout à fait individuel. Pierre Marlet. Monsieur Busquin, on peut savoir les raisons de votre présence ici? Une marche pour l'emploi est évidemment un élément sur lequel je dois être présent. C'est pas une façon pour les partis, le Parti socialiste, de récupérer un peu la marche faite par les travailleurs? J'ai été invité comme tout le monde et j'étais à la marche blanche, je ne viens rien récupérer, je viens dire que nous sommes pour l'emploi. Vous êtes à titre de président ou comme citoyen? Citoyen, j'ai dit qu'il y avait des militants et il y a beaucoup de militants. Je crois que c'est important surtout de continuer à se battre pour la démocratie et je me réjouis vraiment de voir beaucoup de jeunes dans cette manifestation. La prise de conscience politique des jeunes est extrêmement importante et quelque part ouvrir à l'information, partager le savoir et partager la connaissance, c'est ce qui sauve la démocratie. Je pense que c'est la deuxième fois en peu de temps que les citoyens se mettent en route d'une manière très digne dans les rues pour faire passer un certain nombre de messages au monde politique. C'est un message que nous devons absolument enregistrer et auquel il faut pouvoir apporter un certain nombre de réponses. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que l'économie, elle est aux mains de financiers qui jouent tous les jours avec de l'argent spéculatif et plus de l'argent productif. L'État doit retrouver son rôle d'arbitre et dire que ça n'est plus possible cette situation. Il n'y a jamais eu dans notre histoire autant de richesses et elle est mal répartie. Elle n'est pas là où elle devrait être, il n'y a pas suffisamment de rôle de l'État. Voilà donc pour cet important chapitre consacré à la marche de Clabecq. Demain, la commission spéciale du Parlement wallon statuera sur la demande de levée d'immunité parlementaire de Guy Spitals. La levée de l'immunité n'est pas une présomption de culpabilité et elle n'impose pas de démissionner, mais la pression serait dès lors plus forte. La ministre socialiste Magda de Galland l'a reconnu dans le débat dominical de la BRTN de Zevendedach. Pierre Marlet. Une langue rafraîchissante et honnête. C'est ainsi que les propos de Magda de Galland ont été jugés par les chefs de groupe des trois principaux partis flamands.
même si le VLD Patrick de Waal a ajouté qu'une hirondelle ne faisait pas le printemps. La majorité gouvernementale ne paraît donc pas trop en péril. Par contre, la présidence du Parlement wallon risque d'être de plus en plus difficile à tenir pour Guy Spitals. S'il y a demande de lever d'immunité parlementaire, je pense que, en tout cas, la situation du président du Parlement wallon sera très délicate. Mais comme je l'ai dit à la BRT, c'est bien entendu toujours lui, en conscience, qui doit décider de ce qu'il convient de faire. Si la justice liégeoise a demandé la levée d'immunité parlementaire de Guy Spitals, c'est évidemment pour pouvoir le confronter à Mairie Hermanus, afin de cerner au plus près les éléments de la lettre que celui-ci a envoyée à l'ex-président du Parti socialiste. Mais il faut rappeler que Mairie Hermanus a envoyé 2 lettres, l'une à Guy Spitals et l'autre à Philippe Busquin. Et si la justice voulait simplement interroger Philippe Busquin à propos de cette lettre-là, sans soupçon particulier à son égard, elle serait obligée de demander la levée de son immunité. Philippe Busquin est en effet sénateur et le Parlement n'a toujours pas revu la loi sur l'immunité. Un ministre pourrait donc être entendu par la justice sans procédure particulière, alors que pour un parlementaire, son assemblée doit au préalable lever son immunité, ce qui complique singulièrement les choses sur le plan politique. Les jeunes PSC estiment que l'affaire Dassault rend non seulement le PS, mais aussi l'ensemble du gouvernement fédéral de moins en moins crédible. Les jeunes PSC demandent à leur parti de négocier un nouvel accord de gouvernement d'une durée de 1 an et limité à des mesures fortes dans 3 domaines, l'emploi et la réforme du système des pensions, la justice et la nouvelle culture politique. Quant au CVP, de jeunes parlementaires demanderont demain au bureau de leur parti la constitution d'une nouvelle équipe gouvernementale fédérale. Vous savez que vendredi, un caporal belge servant dans les rangs de l'ONU a été tué à Vukovar. Le tireur, un habitant serbe de la région, a été arrêté. Ce matin, à Vukovar, on a rendu hommage au caporal Gossi. Le corps de ce militaire belge de 23 ans doit être rapatrié à l'heure qu'il est en Belgique. Les hautes autorités civiles et militaires, dont le ministre de la Défense nationale, Jean-Paul Poncelet, participeront alors à une cérémonie en sa mémoire. En Algérie, un massacre particulièrement violent a eu lieu à Médéa, à 80 km au sud d'Alger. 31 personnes ont été égorgées et décapitées. Selon des témoins, un commando islamiste d'une 50aine d'hommes a investi le quartier dans la nuit de vendredi à samedi. Les assaillants ont obligé les habitants à sortir de leur domicile et les ont conduits un à un auprès d'un égorgeur. Ce massacre de Médéa est le plus sanglant enregistré depuis le discours à la nation du président Zeroual il y a 10 jours et ce raid porte à près de 300 le nombre de victimes de tueries ou d'attentats à l'explosif depuis le début du Ramadan. Ce matin, à l'aube, la Corse a été le théâtre d'une vague d'attentats avec pas moins de 54 plastiquages et la ville la plus touchée est Bastia. Bureaux de poste, agences bancaires, locaux d'Air France et bâtiments administratifs, les symboles du pouvoir français ont été la cible de ces attentats. Cette nuit bleue, la plus terrible depuis 1 an, n'a pas fait de blessés et elle a été revendiquée par le FLNC Canal Historique. En football, on disputait aujourd'hui les dernières rencontres de la 21e journée de championnat avec 2 matchs fort attendus, ceux concernant Moucron et Bruges. Sans surprise, Moucron garde la tête malgré un match nul. Jean-Christophe Willems. Moucron, premier du championnat face au dernier, le Cercle de Bruges. Pas vraiment de quoi parier sur une victoire des outsiders et pourtant il faut reconnaître que ce même Moucron a été inexistant au début de la partie, laissant les plus belles occasions à son adversaire. Ainsi, après 25 minutes de jeu, le Cercle ouvre logiquement la marque grâce à Renti. À la 17e minute de la deuxième période, Kouyman est exclu, ce qui réduit le Cercle à 10 joueurs. Cela permet dès lors à Moucron d'inscrire un but, un peu chanceusement il est vrai, grâce ici à Emile Mpenza. Score final, 1-1. L'autre Bruges affrontait lui l'équipe de Genk dans une première mi-temps insipide. PR ne parvient pas à transformer un penalty. La surprise est dès lors venue de Gore qui après le repos donne le premier l'avantage à Genk. Comme au Standard hier, l'égalisation est venue dans les toutes dernières minutes du match. Le but est ici signé Ado. Mais contrairement au Standard, Bruges parvient lui à inscrire un deuxième but signé Dani Levicius. Voici les résultats complets de cette 21e journée. On note encore aujourd'hui les victoires d'Alost et d'Ekeren. Le reste était déjà connu. Au classement, Bruges se rapproche légèrement de Moucron, tandis qu'Anderlecht a rejoint le Standard malgré son match de retard.
Et c'est la fin de cette édition. Prochaines informations à 22h10 sur 21. Ce sera JT Soir, présenté par Martine Ernst. Demain, à 12h45, François de Brigode. À 18h30, Vincent Godefroy et Région Soir. Et c'est Jacques Bredal que vous retrouverez demain et pour toute la semaine à 19h30. Au revoir et bonne soirée à tous.